franceinter.fr. Est-ce que vous êtes bien installé? Ben, très bien. On va y aller. Quand vous voulez. C'est parti. Conduite accompagnée, Mathias Deguel, sur France Inter. Bonne nuit à toutes et tous. Puisque nous sommes dimanche, maintenant passé de quelques minutes, je vais faire une sorte de bilan de la semaine écoulée. Pour tout dire, cette semaine, je me suis livré à une expérience aussi amusante que désespérément vouée à l'échec. J'ai pris la résolution d'arrêter de vieillir. Eh bien, vous me croirez ou non, je n'ai pas tenu une seconde. Faut dire que je n'ai aucune volonté. Aucune volonté. En revanche, pendant cette seconde, me sont venues à l'esprit des pensées sur cette occupation de tous les instants qu'est vieillir. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a finalement deux façons de vieillir. Il y a la bonne et puis il y a la mauvaise. La bonne façon de vieillir, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. C'est quand on croit avoir fini d'apprendre que la vieillesse se pointe. En revanche, la façon la plus pénible de vieillir, c'est de se sentir encore jeune. Car on le sait, pour vieillir, il suffit d'attendre patiemment. Et puis il faut savoir se rassurer et se dire que ce qui vieillit en nous, c'est le logement, que le locataire, lui, ne vieillit jamais. Et même si, comme le disait le poète, vieillir reste le seul moyen qu'on ait trouvé pour vivre longtemps, même si c'est un naufrage, même si on ne voit vieillir que les autres, n'hésitez pas à complimenter vos amis sur leur jeunesse. C'est la façon la plus élégante qu'on ait trouvée pour leur signifier qu'ils ont pris un sacré coup de vieux. Enfin, et pour en finir avec le sexisme, il est faux, totalement faux de dire que la femme vieillit plus vite que l'homme. Par contre, c'est vrai, elle met plus de temps à mourir. Allez, puisque la vie est plus vieille que la mort, nous allons en parler ce soir, de la vie. C'est le comédien, le metteur en scène et l'écrivain Philippe Torreton qui pilote cette conduite accompagnée. Philippe Torreton qui nous présente son invité dans maintenant une dizaine de minutes. Soyez toutes et tous les bienvenus. Conduite accompagnée sur France Inter. Toutes les nuits du samedi au dimanche à minuit. Bonsoir Philippe Torreton. Bonsoir. Une main au théâtre avec Cyrano de Bergerac, la seconde au cinéma avec La pièce manquante de Nicolas Birkenstock qui est à voir en salle depuis mercredi. Et enfin, la dernière main, c'est celle de l'écrivain avec Mémé, paru aux éditions L'Iconoclaste. Alors, puisqu'il vous reste une main de libre, cher Philippe Torreton, je vous propose de commencer cette heure en évoquant votre Mémé. Et puis, nous parlerons du film, car quelque chose me dit que votre invité est bien placé pour nous raconter l'histoire de cette pièce manquante. Mais d'abord, donc, Mémé. Vous avez 48 ans, votre grand-mère est aujourd'hui morte. Pourquoi était-ce là, précisément, maintenant, le moment d'écrire sur elle ? Je ne sais pas si c'était précisément là tout de suite le moment, puisque ce livre, je l'ai écrit sur plusieurs années depuis sa disparition. Et il y avait une nécessité, en tout cas, d'écrire ça, vis-à-vis de laquelle je m'interroge toujours d'ailleurs. Mais je crois que ce qui me vient le plus à l'esprit en ce moment, c'est la volonté de lui dire un grand merci, au nom de nous tous d'ailleurs, parce que ça évoque plus particulièrement mon chemin avec elle, mais ce chemin-là, il est commun à tous mes cousins, cousines et autres de la famille. Donc, c'était ça d'abord, dire merci, rendre hommage et écrire pour soi. Voilà. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si ça pouvait intéresser d'autres gens. Donc, je l'ai fait lire. Et puis, la première personne à qui je l'ai fait lire a dit oui tout de suite. Je serai la deuxième. Philippe Torreton, je vous propose la lecture d'un court extrait de Mémé, un extrait qui nous éclaire sur votre proximité et sur vos différences. Alors je lis, je suis à la page 139. « Tu ne m'as pas fait découvrir Mozart, ni Shakespeare, ni Rimbaud. Tu ne m'as pas emmené à l'opéra, on ne courait pas les expos. Tes tableaux se résumaient à des couvercles de boîtes de chocolat que tu trouvais jolis et qu'un gendre bricoleur encadrait. Pas de dîner de réseau, pas de soldes privés ni de défilés de haute couture, pas non plus de parties de chasse ni de séjours sur la côte d'Azur. Mais je connais grâce à toi la vie qui pousse derrière les étables, cette vie d'herbe longue comme la pluie, cette vie acide et moite. Je connais l'endroit exact où poussent les secrets, où se complote le « plus tard avec les cousines ». Je connais la vie des bassins pleins de lentilles d'eau, de notonectes, de ditiques et de larves de libellules, la vie des talus tout en frênes et en sureaux sucrés, les flaques de plantains et de pissenlits bons pour les lapins, les murs de ronces à murs, les guêpes et les tans qui nous empoulaient les jambes, derrière les tables, là où se distillait mon huile essentielle de Normandie.
J'ouvre une parenthèse, les notonectes sont des punaises d'eau. Voilà, Mm. ça c'est important. À la télévision, Mémé aime les histoires d'amour, elle écoute RTL, son pain est mou, il y a les travaux de la ferme, bref, on est en principe loin des goûts de l'adolescence. Or, vous êtes un ado qui aime sa grand-mère. C'est même le personnage central de toute votre enfance. Philippe Torreton, expliquez-nous cette bizarrerie, ce paradoxe. Ah, c'en est pas un, c'est constitutif de ce que je suis maintenant et j'ai toujours aimé ces plongées dans son univers. Donc pendant des années et des années, toutes nos vacances étaient chez Mémé. Février, Pâques, les grandes vacances, 2 mois, la Toussaint, Noël, etc. Et donc ça fait beaucoup de temps cumulé. Et c'était tout naturel. Enfin, les travaux des champs, enfin... Quand j'ai dit les travaux des champs, c'était une petite ferme, donc ça se résumait à quelques arpents qu'il fallait faucher, mettre en ballot et puis porter ça dans le grenier. Mais c'était aussi changer les vaches d'herbage, c'était les moutons, c'était les poules, récurer le poulailler. Enfin, c'était mon domaine et j'ai toujours aimé ça, toujours. Et faire le bois aussi, couper des haies, faire des beaux alignements de bûches comme ça, bien sciés, etc. Changer les clôtures. Des souvenirs donc, de la tendresse. Mémé est un livre extrêmement touchant. Pour autant, êtes-vous quelqu'un de nostalgique, Philippe Torreton ? Ah, je pense pas, non. Je crois pas être nostalgique. Même si j'ai rien contre, hein, j'aime ce qui s'est passé avec elle, j'aime cette vie-là, mais j'adore la vie d'aujourd'hui. Je pense pas que je donnerais très cher pour revivre mes 20 ans, enfin tout ça, parce qu'il y avait à boire et à manger là-dedans. Donc non, moi j'ai envie d'avancer, de découvrir. J'ai la chance de faire un métier qui me rassasie pas mal de ce côté-là, donc ça je suis content. Mais en tout cas, je suis pas forcément nostalgique, mais je ne veux pas ignorer d'où je viens, enfin ce qui est constitutif de la cellule familiale et de ce qu'on devient après. Et c'est une conjugaison de la famille, de la lignée, et puis de nos découvertes d'aujourd'hui, quoi. Vous pensez qu'avoir un petit-fils qui a réussi dans le monde du spectacle a pour elle été perçu comme une sorte de revanche sur le sort si difficile qu'a été le sien ? Revanche, c'est pas un mot qui lui correspondrait. Il y avait aucun esprit de revanche. Je l'ai jamais vu tenir des propos amers ou même désobligeants vis-à-vis d'autres personnes, y compris même ceux qui sont pas très bien comportés pendant l'occupation. Elle était très discrète par rapport à ça. Non, elle était contente. Je crois que son bonheur, c'était qu'on soit heureux, qu'on puisse faire des études, choisir le métier. Elle qui avait pas choisi grand-chose, quoi. On lui a un peu tout imposé. Donc ce métier bizarre était accepté, mais comme était accepté le fait que mes cousins, certains rentrent chez Renault à Sandouville, dès l'instant où le métier correspondait à ce qu'on avait envie de faire et elle était contente. Vous dites qu'elle n'avait pas grand-chose. Vous expliquez aussi que votre Mémé a été privée de tout, bien qu'on soit privé lorsqu'on veut quelque chose et qu'on ne peut l'avoir. Or, votre Mémé savait d'avance qu'elle n'aurait rien. Mais du coup, je me demandais quel est l'héritage qu'aujourd'hui vous tenez encore de ces privations. Est-ce que ça a contribué à forger votre identité d'homme ? Et au fond, est-ce que votre sensibilité vient d'elle ? Forcément en partie, mais j'évite moi de m'interroger là-dessus. Je sais pas. Je le trop. fais à votre place. Oui, mais vous avez raison, et ça peut m'intéresser d'ailleurs. Mais de toute façon, ce livre il est forcément introspectif. Enfin, j'essaye de creuser un peu la matière que je suis devenu maintenant, mais sans obligation de résultat, quoi. C'est ce que j'avais envie de dire en premier, c'est cette exemplarité qu'elle représente pour moi, et que du coup, je pense que le regard que j'ai sur notre société est en partie influencé par ça, par sa vie à elle. Pour votre grand-mère, l'argent doit aider comme un outil. Or, fortunée, elle ne l'était pas, mais elle était dotée de ce qu'on appelle communément le bon sens. Un bon sens qui lui a très vite fait prendre conscience que ses enfants étaient infectés du virus de la fièvre acheteuse, car, dites-vous, urbains que nous étions, on devait tout acheter, il fallait meubler le vide. Alors pour vous, c'est une évidence, Philippe Torreton, la fortune financière est inversement proportionnelle au bon sens. Ah, je le crois, oui. Ouais. Je le crois, absolument. Ou alors il faut devenir hyper riche comme Bill Gates et s'apercevoir que maintenant il serait temps de redonner aux autres. Enfin, il le fait. D'autres devraient suivre son exemple. Mais oui, la quête de la fortune est une quête
qui n'a rien à voir avec le bon sens. Et je crois que notre monde en manque de bon sens. On se suicide comme ça, lentement. L'humanité se suicide tranquillement. On le voit là avec la qualité de l'air à Paris. On continue à favoriser le diesel. On continue à faire comme si on avait le temps, comme si on allait trouver des solutions. On s'en remet à plus tard, on s'en remet au génie humain, on s'en remet... et en attendant, les catastrophes arrivent comme ça, tranquillement. Et c'est assez étonnant hein, comme époque. Philippe Torreton, nous y sommes. Le premier étage de la fusée conduite et accompagnée va se désolidariser de l'ensemble. Maintenant, et afin que cette promenade nocturne puisse agréablement se poursuivre, je vais vous demander de nous présenter la personne que vous avez choisi de nous présenter et qui va nous tenir compagnie jusqu'à 1h. Eh bien, c'est un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas, figurez-vous, Birkenstock, et avec qui on a fait un film qui s'appelle La pièce manquante, qui est sorti donc mercredi. Et son film lui ressemble tellement. Personne ne s'en va sur un coup de tête. Il suffit de quelques minutes pour le faire. Le plus long, ce sont les années de réflexion qui précèdent. Pas ses enfants. On fait pas ça, personne fait ça. Un homme peut faire ça. Vous y avez pensé déjà, n'est-ce pas? Sans doute, oui, mais plus maintenant. Pourquoi n'y aurait-elle pas pensé, elle? Parce qu'elle a besoin de moi. Conduite accompagnée avec Mathias Deguel sur France Inter. Voilà, court extrait du film La pièce manquante. C'est Philippe Torreton qui est l'inspirateur de cette conduite accompagnée. Il vient de nous l'annoncer, c'est le scénariste et metteur en scène Nicolas Birkenstock qui est son invité ce soir. Bonsoir Nicolas Birkenstock. Bonsoir. Nous l'avons dit, La pièce manquante est votre premier long métrage. Ce qu'il faut ajouter, c'est que vous êtes le réalisateur de 4 courts. Alors je ne résiste pas, je vais citer les titres de ces films parce qu'ils sont beaux vos titres. Il y a eu Le bout des doigts, L'embrasé, Pépin noir et Mon miroir. Vous êtes également à la mise en scène de 2 documentaires et au théâtre, vous êtes l'auteur de 2 pièces, Des portraits modèles et Salle Paradis. Voilà pour votre profil, comme on dit. Maintenant, revenons à La pièce manquante. Avant de raconter l'histoire du film, et puisque paraît-il que dans ce pays, il faut toujours étiqueter les choses, est-ce que ça vous convient si je dis qu'il s'agit d'un drame intimiste ? C'est pas mal. J'aime assez le terme aussi comédie dramatique, mais qui est un peu galvaudé, et qu'on entend un petit peu beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un drame qui, pour moi, a des connotations très positives. Alors c'est un peu bizarre de le présenter comme ça, mais si j'étais un peu cynique, je dirais que c'est une histoire dans laquelle une disparition a des conséquences presque positives sur les protagonistes. Un drame lumineux. Au propre comme au figuré, ce film est lumineux, c'est Oui. vrai. L'histoire de La pièce manquante est faussement simple. Disons que voilà, l'énoncé est simple, mais ce qu'il implique est plus complexe. L'énoncé donc, un matin, Paola, qui est interprétée par Lola Dueñas, quitte brutalement, sans crier gare, la maison familiale. Elle laisse derrière elle André, joué par Philippe Torreton, et ses 2 enfants, Violette et Pierre. Voilà pour le postulat de départ, car la suite, elle est faite de dissimulation, de rébellion de la part des enfants, de silence et d'abandon, de doute et de suspicion, voilà. Et au fond, la question que pose le film est comment peut-on, comment doit-on réagir quand on est délaissé ou abandonné ? Oui, absolument. Comment gérer le déséquilibre, puisque une pièce manquante crée forcément un bouleversement et un déséquilibre. Comment s'opère ce déséquilibre, comment y remédier. Et puis le film traite beaucoup aussi de toutes les questions que cela soulève quand on est du côté des abandonnés. On décide volontairement de ne pas suivre la personne qui s'enfuit, mais de rester du côté de ceux qui restent, de ceux qui restent, Ouais. absolument. Mmh. Et derrière ça, forcément, il y a beaucoup de culpabilité, de questionnement. Chaque détail, chaque phrase, chaque élément que la mère a laissé pose des questions. J'ai énuméré les quelques questionnements que soulève le film. Il me faut ajouter que c'est aussi un film sur la transmission d'un père vers ses enfants. C'est un film qui pose la question de la responsabilité parentale. Et enfin, en creux, et vous l'avez dit furtivement, il y a cette culpabilité. Parce que si elle est partie, c'est à cause de quelque chose ou c'est à cause de quelqu'un. Pourquoi ces thèmes et la gravité qu'ils amènent vous touchent particulièrement, vous touchent autant, Nicolas Birkenstock ?
La transmission, oui. La famille, évidemment, même si je considère pas que ce soit un film comme on dit, un film de famille. Je trouve que ça veut pas dire grand-chose. En revanche, la famille comme contexte m'intéresse beaucoup parce que, voilà, la famille, ce sont des choix à faire, qu'on le veuille ou non, parler de la transmission. On choisit de suivre le sillon tracé par ses parents ou de ne pas le suivre. Dans les deux cas, on fait réellement un choix. J'ai aussi souvent parlé de la compulsion des objets, de l'importance des objets, des petites choses, la façon dont elles et de leur haute portée symbolique. Et dans ce film-là, il y a un peu tout ça, quoi. Il y a, oui, la culpabilité, le manque et la façon dont on essaie de reconstituer une absence. Dans la continuité de ce que vous dites, Nicolas, bien que le personnage d'André, qu'interprète une nouvelle fois Philippe Torreton, essaye de faire face, il se montre d'une grande vulnérabilité et à travers lui, la question est posée, une famille sans la mère reste-t-elle une famille? C'est d'actualité aussi, hein, c'est dans l'air du temps. Oui, et comme chacun sait, un long métrage, c'est un petit peu long à mettre en place. À l'époque, tous ces débats n'étaient pas encore arrivés. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Voilà, est-ce qu'une femme qui vit seule avec son fils, est-ce que c'est une famille? Qu'est-ce qui fait famille? Pour moi, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que la famille traditionnelle, comme on la connaît, n'existe plus beaucoup et que donc il faut savoir composer avec. Et dans le cas présent, un père seul avec ses enfants, en l'occurrence ce père-là, voilà, m'intéressait. Philippe Torreton, parlez-nous du personnage d'André. On peut d'ores et déjà le dire, il occupe une place à part dans votre filmographie. Vous, que l'on connaît dans des rôles affirmés, on vous découvre ici dans la peau d'un homme tout en nuances. Est-ce que c'est difficile de jouer la vulnérabilité? Je ne me suis jamais posé cette question-là. Non, mais je m'en charge. Oui, à chaque fois, je vois ça. Et plutôt bien même. Mais je sais pas si c'est difficile. En tout cas, j'ai tellement envie de ça, en tout cas, d'aller vers ça. Moi, j'étais très content, par exemple, qu'il y a quelques années, Volker Schlondorf me propose le personnage d'Uljan, enfin, pas dans son film, Uljan, d'une errance comme ça dans un pays lointain, quelqu'un qui cherche à disparaître, qui cherche à s'évaporer suite à un drame. Mais j'aime ça, enfin, depuis toujours d'ailleurs, mais on m'a plutôt préféré, enfin en tout cas orienté vers des rôles plus marquants, peut-être à cause de Capitaine Conan, ou grâce à Capitaine Conan d'ailleurs. Mais la question ne se pose pas en termes de difficulté, c'est d'envie, quoi. J'avais très envie de faire ce film après avoir lu le scénario. Alors justement, parlons-en, on vous sait très sensible à la lecture des scénarios que vous recevez. Parlons-en, qu'est-ce qu'a provoqué chez vous la lecture de La pièce manquante? Eh bien, d'abord, oui, sensible, parce que tout part de là, tout part de l'écriture. Si les choses ne sont pas dans le scénario, elles ne seront pas dans le film. Voilà, c'est évident. Donc, c'est vraiment ça commence par là. Et ce qui m'a plu, moi, c'est comment dire ça? Il y a plein de choses, mais d'abord, ce respect qu'a Nicolas pour les personnages, dans le sens où ce ne sont pas des marionnettes entre les mains d'un manipulateur qui serait le metteur en scène, comme ça. On a l'impression que ces personnages existent de toute façon, indépendamment de lui, et qu'on va essayer d'en approcher une partie. Mais tout n'est pas donné, tout n'est pas écrit, tout n'est pas expliqué. Et ça, j'aime beaucoup. Et bon, il y a sinon ce thème-là de la disparition, effectivement, de cet homme qui est obligé de lever la tête vers ses enfants, voilà, qui avait un peu la tête braquée sur lui, enfin sur son nombril, sur ses envies d'artiste, puis sur ses petites lubies du moment. On le voit au début du film, il préfère coiffer ses vieilles voisines que de sculpter. Et donc on sent que c'est quelqu'un, voilà, qui est un peu dans une sorte d'égoïsme d'être, enfin pas forcément négativement d'ailleurs. Il faut être égoïste, sinon les gens ne sont pas à votre place, hein. Donc il faut l'être un peu, mais je pense il était dans un confort, en tout cas un confort. Ses enfants étaient plus gérés par la mère, et lui pouvait se permettre, voilà, de errer un peu dans ce monde-là. Et là, il va être obligé de sortir de lui, de lever la tête et de voir qu'il y a 2 enfants qui ont besoin de lui. Vous êtes orgueilleux au point de penser qu'elle n'est partie qu'à cause de vous? Vous vivez ensemble depuis 15 ans, c'est une vie. 16. C'est terminé.
Seconde partie de votre conduite accompagnée. Nous passons 7 heures en compagnie de Philippe Torreton, qui ce soir a choisi de venir en compagnie de Nicolas Birkenstock, le réalisateur du film La pièce manquante, dont vous venez à l'instant d'entendre un extrait. Philippe Torreton, vous avez tourné Présumé coupable, qui fait revivre l'incroyable descente aux enfers d'Alain Marécaux suite au fiasco judiciaire qu'a été l'affaire Outreau. Il se trouve que la marraine de Marécaux, qui était opposée au projet de tournage dans un premier temps, après avoir vu le film, s'est retournée vers vous et vous a dit « Je comprends maintenant à quoi sert le métier d'acteur ». Alors, au-delà de la beauté du compliment, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce que Shakespeare fait dire à Hamlet, à savoir que l'acteur tend un miroir à la nature. Ah oui, oui, absolument. Bah, il a écrit des pages sublimes là-dessus, justement, tout ce que dit Hamlet aux comédiens, c'est extraordinaire. Extraordinaire, on devrait tous apprendre ça par cœur, définitivement. Mais c'est sûr, c'est un miroir à la nature, c'est-à-dire, je pense dans sa globalité, c'est-à-dire à nous-mêmes, à soi-même. On monte sur scène pour soi, devant les autres, on tend un miroir aux autres, à soi-même. Il y a une fonction de passeur aussi, on interprète, ça veut dire qu'on est entre deux choses, on est entre le texte et puis les gens. Faire entendre, parler, la nécessité d'une prise de parole. Vous le pensez, nous allons au cinéma pour que notre conscience soit prise, qu'elle soit saisie ? Oui, c'est qui dit ça? C'est vous? C'est moi. C'est toujours le même. Non, mais c'est toujours pareil, que ce soit dans un film comique ou un drame ou un film politique ou un film de guerre. On vient pour être saisi. Alors au niveau de la conscience, bien sûr, on vient pour être questionné, on vient pour se questionner. Et ça, je crois que c'est le noyau commun à toutes les œuvres, quels que soient les styles et les genres. Nicolas Birkenstock, je me retourne vers vous. Il y a 2 commandements qu'il faut suivre pour la réalisation d'un premier film. Le premier préconise de ne pas tourner en haute mer. Le second recommande de ne pas filmer des enfants. Bon, on l'a compris, vous vous êtes affranchi de l'une de ces 2 règles. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Armande Boulanger et de Élie Lucas Moussoko et surtout nous dire comment vous y êtes pris pour diriger ces 2 enfants non professionnels? Déjà, je n'ai aucun mérite puisque j'ai le mal de mer. Du coup, effectivement, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà fait en court-métrage. J'adore ça, vraiment. En fait, je suis très, très sensible aux cinéastes qui savent diriger les enfants, comme Doyon, comme Comencini, ou comme Claude Miller, que j'aimais beaucoup, et qui avait aussi cette grande qualité de bien choisir ses enfants. En fait, en tant que spectateur, je ressens une immense douleur quand je vois un enfant réciter dans un film ou pour lequel je sens qu'il y a eu des directions abusives, qu'on l'a placé là où il devait se placer et le faire répéter comme ça comme un perroquet. C'est quelque chose que je ne tolère pas, mais en tant que spectateur. Hein. Et du coup, j'essaie d'être très prudent quand je dirige de jeunes acteurs. Dans le cas d'Armande Boulanger, qui est une comédienne qui avait 15 ans au moment du tournage, elle en a un petit peu plus maintenant. On a pu la voir dans quelques petits rôles, notamment dans le film Au bonheur des ogres, qui était sorti l'année dernière. Elle a quelque chose déjà d'une comédienne, d'une vraie comédienne. J'entends par là qu'il n'y a pas besoin d'inventer des choses pour la faire aller vers la bonne direction. Elle a un instinct, elle comprend le rôle, elle a une écoute formidable qu'a aussi Philippe Torreton, et du coup ça c'est très agréable. Pour le petit garçon, Élie Lucas Moussoko, qui a 9 ans, qui avait un petit peu moins d'expérience, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très concret à mettre en place. En l'occurrence, lui, il n'avait pas lu le scénario en totalité, il était simplement conscient des situations qu'on lui décrivait à un instant T. Et je pense qu'évidemment, ce choix-là se fait beaucoup au casting. On sent tout de suite s'il y a la bonne écoute, la bonne approche. Voilà, après, c'est simplement de la mise en place. Et si on revient au cas précis de Élie Lucas Moussoko, ce garçon est noir. Est-ce que c'était important que l'un des 2 enfants soit adopté dans la famille, au sein de celle-ci? Alors, c'est une chose qui est expliquée dans le film. On raconte que Paula, dont on suppose qu'elle n'a pas eu une expérience heureuse de la grossesse, considère qu'on est assez nombreux sur Terre comme ça. Il n'y avait pas cette volonté forcément de montrer une famille recomposée, mais comme l'action se situe dans un petit village, je trouvais intéressant que cette famille, au premier coup d'œil, soit déjà une famille qu'on pourrait considérer comme atypique. Après tout, pourquoi pas ?
Après tout, pourquoi pas? Effectivement, du coup, le personnage de Pierre, donc joué par Luca Moussoko, porte en lui une double douleur, c'est-à-dire un double abandon. C'est très délicat, on n'a pas envie de charger la mule, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est trop? Et je pense que tout ce qu'on a mis en place a permis justement que la situation soit simplement plausible et puis qu'elle porte un sens. Alors, on l'a peut-être compris, et c'est pas péjoratif, la pièce manquante n'est pas ce qu'on appelle un blockbuster. Comprendre, c'est un film à petit budget, déduire, qui ne dépasse pas le 1 million d'euros. Vous pouvez nous éclairer sur le choix de vos comédiens, donc puisque vous avez Philippe en face de vous, parce que j'imagine que pour un premier film, les producteurs vous font d'autant plus confiance si c'est un acteur connu qui accepte le rôle principal. Et on va dire que ça agit un peu comme si c'était une caution pour le film. Et avec tout le respect que je vous dois, Philippe Torreton, vous ne faites pas partie du top 5 des acteurs qu'on dit bankable. Même 10, hein. Même 10 dans ce qui reste finalement l'industrie du cinéma. Donc j'aimerais savoir comment on réussit à convaincre les financiers que oui, c'est Philippe Torreton et personne d'autre qui incarne au mieux le rôle. Alors là, déjà, cette histoire de top 5, j'y crois pas énormément. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pense toujours qu'il y a une espèce de formule magique, une espèce de clé du million d'entrées minimum. Hein. C'est un peu ça qu'on vise en général, avec ces fameux acteurs qui ont le vent en poupe. En l'occurrence, j'avais autour de moi des gens très bienveillants pour faire ce film. Et la présence de Philippe Torreton... il n'y a pas eu à la défendre. À la négocier? Non, pas à la négocier, puisque à la lecture du scénario, il y avait beaucoup d'évidence. Philippe Torreton porte déjà un corps, une voix, quelque chose qui fait que quand on lit le scénario, on a déjà sa voix. Je ne saurais pas vous dire, avant même de le rencontrer, j'entendais sa voix. J'entendais cette confrontation avec les enfants dont on a parlé juste avant. Je le voyais très complémentaire de ça. Et la chance qu'on a quand on a justement des petits budgets, c'est que on peut mettre autour de soi les personnes qu'on veut. On se fait imposer beaucoup moins de choses. Et on a eu des aides publiques pour ce film. Donc fort heureusement, on n'a pas eu trop cette pression du personnage principal. Au contraire, les gens trouvaient plutôt l'idée bonne. Un corps, une voix. Philippe Torreton, vous dites qu'au fond, il existe deux sortes de comédiens. Ceux qui gèrent leur talent comme des épiciers et ceux qui ont les poches percées. Et vous avouez faire partie de la seconde catégorie. Vous vous dites dépensier en tout, argent, temps et énergie. J'aimerais que vous nous parliez de votre côté tout ou rien. Oui, ça peut être usant pour les autres et puis pour soi-même d'ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est un métier qui a besoin d'exaltation, qui a besoin qu'on arrive la fleur au fusil. Enfin, d'être chargé, d'avoir envie, parce que ça peut être compliqué, parce que ça peut être dur, parce que on peut faire plein de sacrifices sur son temps personnel, financier aussi parfois. Enfin, et puis voilà, le combat avec une écriture, avec un personnage, avec les autres, est pas forcément tout simple. Donc il faut être chargé d'une envie comme ça, réelle. Et c'est vrai que plus on arrive chargé comme ça de cette envie positive de faire, si vous rencontrez des gens qui vous sapent un peu cette envie, on a envie de faire une croix dessus, quoi. C'est pour ça que ça fait passer de tout à rien. Mais j'en veux beaucoup aux gens qui détruisent ma confiance et mon envie de faire les choses. Voilà, ça, c'est sûr, parce que j'ai tellement envie de faire ça. Et ça se produit ? C'est arrivé, mais heureusement rare. D'où l'intérêt de choisir ses projets, avec qui on tourne, avec qui on joue. Et c'est quand même mieux, ça évite beaucoup d'ennuis. Oui, et de malentendus. Messieurs, je vais un instant être la pièce manquante de cette émission, puisque dès maintenant, c'est un solennel tête-à-tête que vous êtes conviés. Philippe Torreton, la parole est à vous. Vous posez la question de votre choix à votre invité, Nicolas Birkenstock. D'accord. Eh bien... Non, j'en ai plein de questions à te poser, mon cher Nicolas. Très bien. Puisqu'il faut faire un choix, est-ce que, puisque c'est ton premier film, que je sais que tu as plein de projets derrière, est-ce que tu te sens suffisamment éclectique pour aller dans des zones cinématographiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce pays? Je pense, par exemple, est-ce que tu te sentirais capable un jour d'aller vers un western, par exemple, de décliner des genres comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on n'ose pas parce qu'on dit que c'est pas pour nous, etc. Alors je pense que ce serait pas simple au premier abord,
parce qu'il y a dans le genre quelque chose qui me pose toujours un peu problème, mais je pense qu'il me fait peur, fondamentalement peur, et qui fait que je me sentirais toujours un petit peu étranger à l'histoire si je n'arrivais pas à y inclure les thèmes ou les obsessions qui sont les miennes. Alors c'est ce que fait chaque réalisateur. Donc l'idée, ça serait de voir comment faire ce mix entre les deux. Mais oui, je pense, parce qu'en tant que spectateur, je vais voir tout. Ouais, c'est ça, Absolument c'est ce tout. qui me semblait aussi. Oui. Ouais. Un western en Camargue, pourquoi pas, tu voudrais? Oui, le western, c'était un exemple, mais par exemple, ça peut être un film de vampire, ça peut être ou un film de guerre d'ailleurs. Oui. La croisée des genres m'intéresse beaucoup. J'aime bien quand effectivement des metteurs en scène que j'admire s'attachent à un genre et arrivent à y insuffler leur propre univers. Le plus connu étant Kubrick, qui n'a fait que des films de genre et qui à chaque fois a réussi à faire un classique du genre. C'est proprement incroyable. Pourquoi il n'existe pas tellement ce Kubrick en France? Je sais pas. Il existe potentiellement, je sais pas, il est intimidant ce Kubrick. Non, mais bien sûr. Je sais aussi que tu as une grande affection pour le film de Jim Jarmusch, qui est absolu. Ah ouais. Qui a ce croisement-là, qui est l'utilisation du genre pour le genre pour le genre ne m'intéresse pas vraiment. Ah oui, non, moi non plus. Ça peut être très amusant de faire des cascades en voiture et des explosions. Je pense que c'est quelque chose que tout metteur en scène, même le plus snob, a secrètement envie de faire, au moins pour voir. Et je pense que ce serait possible, oui. Ce serait possible. Mais d'ailleurs, je réfléchis à un film historique. C'est déjà un genre. La SF aussi a quelque chose de très compatible, je pense, avec ce que je fais. C'est-à-dire, on peut... Une SF, c'est très, très quotidienne, intimiste. Je sais pas, quelque chose qui parle aux gens. Je pense au film de Cuarón, Les Fils de l'Homme, que j'avais trouvé formidable, vraiment incroyable, et qui était un film vraiment de genre avec quelque chose que le metteur en scène s'était complètement approprié. Après cette réponse qui nous a fait explorer les tréfonds de votre âme, décidément très humaine, c'est à vous de jouer, Nicolas Birkenstock, à vous de questionner votre hôte, Philippe Torreton. Serais-tu plutôt John Wayne ou James Stewart dans un western? Non, je plaisante. Non, j'en ai une plus large. Philippe, pour moi, tu es fondamentalement un acteur, mais un vrai acteur au sens noble du terme. C'est-à-dire que quand je te vois, même au quotidien, j'ai l'impression que que tu ne peux pas ne pas faire ça. Et j'ai quelques idées sur les réponses que tu pourrais me donner, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Ouais, parfois j'ai le sentiment de pouvoir répondre plein de choses. Ouais. Et finalement, quand je regarde ma vie, je n'ai fait que ça, être acteur. Mais quoique j'essaie un peu la politique, mais ah oui. je pense qu'il y a des métiers qui m'auraient plu à un moment donné quand j'étais en fac comme ça. Je sentais que mes études seraient pas très longues et j'allais pas explorer beaucoup les matières qu'on m'enseignait, mais le théâtre me taraudait, mais je savais pas comment y aller. Et je tournais autour, il y avait l'enseignement, il y avait dans les petites classes d'ailleurs, donc à l'école primaire, ça m'aurait plu. Il y avait avocat qui me plaisait bien, et il y avait policier aussi. Mais tout ça un peu fantasmé, hein, et finalement, le cinéma, après, m'a permis de jouer un instit et un flic. Bon, j'ai pas encore joué un avocat. J'espère que ça va venir. Et effectivement, ça m'aurait plu, enfin, en tournant ces films-là, avec... en fait, c'est des métiers où on est en contact avec l'autre. Enfin, vraiment, on est dans une passation. Il y a une dimension de spectacle aussi. Mener une classe, ça a à voir avec ça. Une plaidoirie d'avocat doit captiver son auditoire. Et un flic qui interroge un prévenu, il y a tout un... on le voit maintenant, il y a plein d'émissions on voit des interrogatoires. On voit bien qu'il y a un jeu là-dedans. Il y a une influence, on est méchant, gentil, on laisse mariner, on revient, on donne à manger ou pas, on se la joue copain, etc. Enfin, il y a tout un rituel comme ça. On essaye de percer une âme humaine pour la faire craquer ou... Nicolas Birkenstock, même si vous faites un métier où règne l'incertitude, il y a dans le fonctionnement du cinéma français une série de gages financiers qui permettent la sortie d'un film. Je pense là à l'aide à l'écriture, à l'avance sur recette, à l'aide des chaînes de télévision
ou au soutien des régions. Selon vous, est-ce que c'est une question de survie? Est-ce que c'est un système sans lequel le cinéma français ne pourrait tout bonnement pas exister? On est très très privilégié dans ce pays quand même, je vais commencer par dire ça, parce que je pense que sans ces aides publiques auxquelles vous vous référez, le film n'existerait pas, clairement. Ou alors il aurait existé autrement. D'autres pays d'Europe n'ont pas toutes ces aides et fonctionnent sur des budgets bien inférieurs aux nôtres. Et pas forcément pour faire des films plus mauvais, hein, loin de là. Ce qui me paraît compliqué, c'est surtout qu'on passe souvent notre temps à demander l'autorisation de faire le film. On passe différentes étapes et quantité de gens lisent votre scénario et y apportent quelque chose. Ils demandent des modifications. On doit composer avec ça en permanence, avec l'avis de tout le monde. Et je pense que le piège, c'est de perdre le cap et de se retrouver avec un film qui, à force de vouloir plaire à tout le monde, finit par ne plaire absolument à personne. Et jusqu'à la sortie, d'ailleurs, on passe son temps à attendre l'avis de gens qui doivent décider ce qui est bien ou non pour le public. Je dis pas que c'est pas bien, je pense même qu'il y a peut-être pas de meilleure solution que ça. C'est une industrie, donc beaucoup de gens se mettent sur le projet. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir aussi une certaine qualité à avoir peut-être moins de moyens, plus de légèreté, moins de pression et d'attente au-dessus de nos têtes. Philippe Torreton et Nicolas Birkenstock sont avec nous pour la sortie depuis mercredi du premier film de Nicolas. La pièce manquante est à voir sans attendre au cinéma. Philippe Torreton, il y a eu L627, L'Appât, Capitaine Conan, Ça commence aujourd'hui, 4 films, les 4 réalisés par Bertrand Tavernier. Comment fait-on pour être sincèrement ami avec un réalisateur en dehors de tout projet? Je ne sais pas si on était amis. Et d'ailleurs, on se voit plus tellement. Mais il y a une relation qui reste comme ça. À chaque fois qu'on se voit, on a plein de choses à se dire, etc. Donc mais non, je pense pas que le mot ami l'amitié pouvait correspondre. Il y avait de l'amitié dans nos rapports, mais je pense pas que Bertrand puisse dire que Philippe c'est mon ami. Et moi, en tout cas, non, c'est pas mon ami. C'est quelqu'un avec qui j'ai passionnément aimé travailler et que je trouve toujours très très intéressant. Je reviens un instant à ce que vous disiez à l'époque sur la genèse de Présumé coupable et à la schizophrénie du métier d'acteur. Vous disiez ceci: c'est bizarre à dire, l'homme que je suis était scandalisé par toute cette affaire Outreau, mais l'acteur en moi était heureux et impatient d'incarner ce personnage. Et c'est vrai. C'est fou. Ouais, c'est vrai, c'est vertigineux. C'est délicat, moi, je ne vis que pour ce genre de projet aussi, bien sûr. C'est d'avoir des projets qui vous poussent loin, comme ça, dans un domaine précis, qui font peur. C'est vrai que j'avais très, très peur de ce tournage-là, parce que les responsabilités sont grandes pour tout le monde, mais y compris pour moi. Et puis voilà, l'homme était vivant à côté, présent. Donc il y a une jouissance comme ça de l'acteur qui se dit « Ah, ça y est, je vais enfin pouvoir... » Comme quand on m'a proposé Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, je me suis dit « Ah, mais c'est incroyable, j'en avais même pas rêvé. J'avais même ma faculté de rêve n'était pas allée aussi loin que ça. » Et comme pour Monsieur N avec Antoine Decaune, des choses comme ça. Et puis en même temps, là, pour le coup, parfois le sujet est tout sauf joyeux, tout sauf de l'insouciance. Je me souviens à l'époque, d'ailleurs, que Alain Maréco t'avait dit que tu avais épousé sa douleur. Je ne sais pas si je retranscris bien ces termes. C'est exactement. Et quel privilège, quoi, de pouvoir faire ça. Ah ouais, c'était terrible. Comment vous réagissez à cette nouvelle donne? Dans les années 90-2000, c'était désastreux de faire moins de 100 000 entrées. Aujourd'hui, l'ambition se limite souvent à faire entre 20 000 et 50 000 spectateurs. Qu'est-ce qui vous inspire, tous ces chiffres? C'est la dure réalité entre guillemets, parce que tout ça c'est réel si on veut que le réel soit composé uniquement de chiffres. La réalité d'un film, c'est aussi ce que les gens disent, c'est aussi les critiques, c'est aussi le degré d'émotion des gens quand ils le voient. Donc ça ne tient pas uniquement à ça, et heureusement. Et puis tout le monde se trompe tellement. On passe, c'est un métier où tout le monde se trompe. De temps en temps, il y en a un qui réussit, et quand il réussit, il ne sait même pas pourquoi il a réussi. Donc mais à partir de là, on en fait des lois. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tout le monde cherche la recette, tout le monde pense l'avoir trouvée à un moment donné.
ça peut paraître désespérant, mais en même temps, bon voilà, c'est un métier qui fragilise, qui fait peur, voilà. On l'a compris, à vous écouter, Nicolas Birkenstock, tourner un film, c'est une épreuve d'endurance. J'imagine pour autant que cela ne vous décourage pas et que vous pensez déjà au tournage de votre deuxième long métrage. Quelle est l'erreur faite sur le premier que vous ne referez pas sur le film à venir? Oui, déjà, première chose. Ensuite, oui, l'endurance, clairement de l'endurance, mais c'est un tel parcours du combattant, mais qui procure une joie tellement immense que la seule envie que j'ai, c'est de retourner le plus rapidement possible sur un plateau. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à regretter sur ce film, tellement l'expérience a été harmonieuse. Je ne sais pas comment vous dire, j'essaie de trouver quelque chose. Oui, je pourrais souhaiter qu'il y ait plus d'argent et que la fois suivante, je puisse réussir à réunir plus de financement autour du film. Tout le monde s'en portera mieux. Là, il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits. Le scénario a été, par exemple, beaucoup écourté pour que ça puisse rentrer dans un plan de travail qui était extrêmement contraignant. Donc oui, il y a des intrigues secondaires, des personnages secondaires qui ont disparu avant tournage. Mais même ça, finalement, cette contrainte a été bonne et nous a permis au film, finalement, de devenir peut-être un petit peu plus radical et de tracer une ligne plus nette. Donc je vous dirais que si j'ai beaucoup d'argent, je prendrai garde à garder cette rigueur. Et puis si j'en ai moins, de faire que l'expérience soit aussi harmonieuse qu'elle l'a été. Pour le western. Voilà, le fameux western avec Philippe Torreton. Messieurs, je vous libère, non sans avoir une nouvelle fois rappelé que Cyrano de Bergerac sillonne la France avant de finir au mois de mai-juin sur la scène du théâtre de l'Odéon à Paris. Vous trouvez sur le site et sur la page de l'émission Conduite accompagnée toutes les dates. Il y a Le Mans, Sète, Blagnac, Nîmes, Quimper et Paris, je l'ai dit. Je rajoute que Mémé, le livre de Philippe Torreton bouleversant sur sa grand-mère, est sorti aux éditions L'Iconoclaste. Et enfin, et surtout peut-être, puisque ça nous a largement servi de fil rouge durant cette émission, depuis mercredi, on peut voir au cinéma la pièce manquante que vous avez réalisée, Nicolas Birkenstock, avec donc Philippe Torreton dans le premier rôle. Messieurs, je vous souhaite la plus nocturne des nuits et le plus dominical des dimanches. Merci à vous deux. Merci. N'oubliez pas que le service auditeur est là pour vous donner les renseignements qui concernent Conduite accompagnée. C'est au 01 56 40 14 14, 56 40 14 14. Vous pouvez aussi, vous le savez, réécouter, télécharger l'émission Conduite accompagnée en pianotant franceinter.fr et vous trouvez d'ailleurs sur la page tous les détails qui n'en sont pas forcément, mais qui concernent la venue de Philippe Torreton et de Nicolas Birkenstock ce soir. Je remercie à la technique Basile Bocquer ce soir, réalisation de l'émission Lise Com, attachée de production Christiane Alain Favre et programmation musicale Jean-Michel Montu. Notez que l'invité de Conduite accompagnée la semaine prochaine est le romancier Jean-Noël Pancrazy. Dans un instant, vous retrouvez Emmanuel Kérad et sa librairie francophone. Bonne nuit. Bon dimanche, à samedi prochain minuit. Bye bye et namasté.